Bienvenue dans cette vidéo où nous allons approfondir notre compréhension du pointeur en C. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'utilité et l'intérêt du pointeur ainsi comment les déclarer et l'utiliser dans votre code. Nous verrons également la différence entre le passage par valeur et le passage par référence, ainsi que la relation entre les pointeurs et les tableaux. Enfin, nous aborderons les opérations arithmétiques couramment utilisées sur les pointeurs. Pour mettre en pratique toutes ces connaissances, nous allons travailler sur un total de 5 exercices pratiques. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir la 6e partie de ce cours, les pointeurs. Afin de bien comprendre les pointeurs, on va voir deux activités d'abord. Donc pour la première activité, on suppose qu'on est en train d'utiliser un ordinateur. Bien sûr, lorsqu'on utilise un ordinateur, l'ordinateur utilise la mémoire RAM ou bien la mémoire vive pour stocker temporairement les applications. Par exemple, lorsqu'on exécute un jeu comme par exemple PUBG va prendre un espace mémoire très intéressant dans la mémoire RAM. Par contre, lorsqu'on lance d'autres programmes comme par exemple Firefox, Photoshop ou bien Word, ils vont prendre moins d'espace mémoire par rapport au PUBG. Et là, on voit clairement l'importance de la RAM pour un ordinateur. Si on veut par exemple avoir un ordinateur très puissant et très rapide, on doit avoir une RAM avec une grande capacité de stockage. Et par la suite, lorsqu'on par exemple ferme ou bien lorsqu'on éteint un ordinateur, les applications ou bien l'espace mémoire dans la mémoire RAM de ces applications-là sera libéré. Alors, au début d'utilisation des ordinateurs dans les années 1980 et 1990, l'une des raisons d'utilisation du pointeur, qu'on va voir par la suite, c'est que les pointeurs économisent l'utilisation de la mémoire RAM de l'ordinateur. Et c'est ça la raison principale pourquoi on utilise les pointeurs avec le langage C et aussi le langage C++. Alors, une deuxième activité, là, va aussi vous donner une idée pourquoi on utilise les pointeurs. Alors, on suppose qu'on a un programme avec la fonction principale main. Donc, ce programme-là contient les instructions suivantes. Alors là, on a deux variables A et B. Donc là, c'est la valeur de A et ça, c'est la valeur de B. Après, on exécute une fonction. Cette fonction permet tout simplement d'échanger les valeurs de A et de B via donc les instructions suivantes. On utilise une variable intermédiaire et là on stocke, ou bien cette variable-là permet d'échanger les contenus de X et de Y. Et par la suite, on essaye d'afficher la valeur de A et de B après l'exécution de la fonction. Si on veut voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur, là ça c'est un programme, bien sûr, un programme lorsqu'il est exécuté, il utilise la mémoire RAM pour stocker dans ce cas-là les variables, pour effectuer les échanges, ainsi de suite. Alors là, lorsqu'on exécute le programme, les deux premières instructions permettent dans ce cas-là de quoi? De déclarer ou bien de réserver deux espaces mémoire, un pour A et l'autre pour B, et par la suite, on stocke la valeur 1 et 2 dans ces deux espaces. Par la suite, lorsqu'on passe à la fonction échange, la fonction échange, c'est comme un autre programme. On a ce programme-là qui permet de réserver cet espace mémoire pour A et B, et échange c'est un autre programme, et là il va aussi réserver un autre espace mémoire dans la mémoire RAM, et cette fois il y aura deux variables X et Y, et par la suite, donc là normalement la valeur de X dans ce cas là c'est la valeur de A, alors la valeur de A1 sera copiée ici, bien sûr la copie de A c'est 1. Par la suite, on aura un copie de 2, donc c'est-à-dire que la valeur de Y dans ce cas-là, c'est 2. Et puis, donc, cette fonction-là permet de réserver un autre espace mémoire, cette fois pour la variable temporaire TMP. Et là, cette variable-là va nous aider pour échanger les valeurs de X et de Y. Voilà, maintenant les valeurs de X et d'Y sont échangées, mais le problème sera toujours posé pour les deux variables A et B. Parce que lorsque cette fonction se termine, l'espace mémoire de cette fonction-là sera libéré. Et nous revenons à l'état initial, c'est-à-dire toujours la valeur de A est 1 et la valeur de B est 2. Alors, l'origine de ce problème-là, c'est en fait l'utilisation des valeurs. Et ça, c'est l'une des concepts qu'on va voir par la suite dans cette vidéo, le passage par valeur et le passage par adresse. Normalement, pour résoudre ce problème-là, il faut utiliser les pointeurs à l'aide de ce que nous appelons les adresses. D'abord, nous allons revenir pour bien comprendre le problème initial ou bien pourquoi les valeurs de A et B ne sont pas échangées.
Alors, l'origine, c'est que lorsqu'on déclare par exemple deux variables A et B, pour chaque espace mémoire, il y a bien sûr une adresse. Cette adresse-là se forme d'un code ASCII. Par exemple, on suppose que ça, c'est l'adresse de A, de la variable A, et ça, c'est l'adresse de la variable B. Et là, c'est le contenu de A, et là, le contenu de B. Alors, lorsqu'on exécute la fonction échange, la fonction échange va réserver d'autres adresses mémoire pour la variable dans ce cas-là x et la variable y et la variable temp. Et lorsqu'on effectue l'échange sera effectué entre ces adresses-là. Alors ça c'est le problème avec l'utilisation d'e-valeur ou bien de ce que nous appelons le passage par valeur. Alors comme j'ai déjà dit, pour résoudre ce problème-là, il faut utiliser le passage par adresse ou bien par référence. Alors comment exécute le passage par référence? Alors là, ce qu'on va faire, tout simplement, au moment d'appel de la fonction échange, au lieu de passer là les valeurs de A et de B, on va passer les adresses de A et l'adresse de B. Comme ça, lorsqu'on exécute les instructions, on fait appel à la fonction échange. La fonction échange, il va faire quoi? Tout simplement, il va créer aussi deux espaces mémoire, un pour X et l'autre pour Y. Et au lieu de stocker ou bien de copier la valeur de A et de B dans cet espace mémoire, on va copier ou bien on va passer l'adresse de A et l'adresse de B. Et c'est là où vient le passage par adresse qu'on va voir par la suite. Alors là, au moment d'exécution de cette fonction-là, il faut bien sûr changer les instructions. Donc là, on utilise l'étoile. L'étoile signifie quoi? Signifie que cette variable-là, donc par exemple cette variable-là, donc normalement, ça c'est l'adresse de la variable x et ça c'est le contenu de la variable x. Alors ici, donc l'ordinateur, il va travailler avec ce que nous appelons un pointeur. Alors lorsqu'on met l'étoile devant le nom du pointeur, ça signifie quoi? Il va chercher cet espace mémoire dans l'ordinateur, donc cet espace, c'est cet espace-là, il fait référence à cet espace. Et là, donc lorsqu'on met étoile, c'est-à-dire on va accéder à cet espace et on va prendre la valeur de cet espace. La valeur de cet espace, c'est 1. Et pareil pour donc la variable, dans ce cas-là, y. Donc y, normalement, c'est un pointeur qui pointe sur cet espace mémoire. Et là, on va accéder directement à la valeur de via cet opérateur. Alors, on va revenir à ça en détail par la suite. Ça, juste cette activité va vous donner une idée pourquoi on utilise les pointeurs et l'intérêt du pointeur. Après, donc là, on va tout simplement échanger les deux valeurs. Donc là, on va accéder au contenu de l'adresse de cet espace mémoire et on va retourner la valeur 1. Après, on va aussi accéder à cet espace mémoire à l'aide de cet opérateur. Et après, on va créer un autre espace mémoire. Ça, c'est juste pour la variable temporaire. Et on va affecter quoi à cet espace mémoire? Dans un premier temps, on va affecter à cet espace mémoire la valeur de cette adresse, c'est-à-dire 1. Par la suite, on va accéder à la valeur de cet espace mémoire, la valeur de cet espace mémoire, c'est-à-dire cette valeur 1. Et on va mettre quoi dans cette valeur? Donc, on va mettre le contenu de cette adresse, c'est-à-dire 2. Et pareil pour y, on va mettre dans y la valeur de la variable temporaire. Et de cette façon-là, lorsque cette fonction se termine, bien sûr, l'espace mémoire de cette fonction sera libéré, mais on a effectué l'échange des valeurs A et de B. Et ça, c'est l'une des raisons derrière l'utilisation des pointeurs. Et bien sûr, lorsqu'on manipule les données directement via leur adresse, cela permet de rendre l'application très rapide. Et voilà, donc on sait déjà que dans le domaine de la programmation, langage C et C++, ce sont des langages rapides par rapport à d'autres langages comme par exemple Python et Java. Et la raison, bien sûr, c'est l'utilisation des adresses. Maintenant, nous allons passer au cours. Alors voilà, donc bien sûr, lorsqu'on exécute un programme, comme on a déjà dit, donc ce programme-là s'exécute dans la mémoire RAM de l'ordinateur. Alors on peut, si vous voulez donc bien comprendre comment cela fonctionne, on suppose que la mémoire RAM de l'ordinateur, c'est comme la poste. Alors dans la poste, il y a plusieurs cases ou bien la poste, on dit que ce sont des boîtes postales. Pour chaque boîte postale, il y a une adresse.
Et bien sûr, à l'intérieur de cette adresse, il y a quelque chose. Alors là, on va utiliser cette analogie ou bien cette illustration pour bien comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on déclare une variable. Alors lorsqu'on déclare normalement une variable normale comme la variable a, alors le programme va choisir dans cette RAM par exemple un espace mémoire aléatoire comme par exemple cet espace là, donc avec cette adresse, et après on va stocker dans cette adresse la valeur 2. Alors donc ça c'est l'adresse de la variable a. Lorsqu'on crée un pointeur, alors pour créer un pointeur déjà on doit ajouter l'opérateur étoile juste avant le nom qu'on va choisir pour ce pointeur. Par la suite, l'ordinateur aussi ou bien le programme aussi va choisir un espace mémoire aléatoire ou bien une adresse aléatoire comme par exemple cette adresse là. Et bien sûr, lorsqu'on déclare un pointeur, il faut obligatoirement ajouter l'adresse de la variable sur laquelle il pointe. Par exemple, cette variable stockée ici, qui est normalement un pointeur, il pointe sur cette variable. Alors là, comment faire ça? Avec le langage C, on doit ajouter juste devant la variable A, donc lorsqu'on fait normalement l'affectation, l'adresse, donc le i commercial. Et comme ça, la variable P pointe sur la variable A et automatiquement à l'intérieur, ou bien comme contenu de cette variable, on a quoi? On a l'adresse de la variable A, c'est-à-dire cette adresse. Voilà, donc généralement, qu'est-ce qu'un pointeur? Un pointeur, c'est tout simplement une variable qui contient l'adresse d'une autre variable, c'est ça. Donc la variable, ou bien le pointeur P, contient l'adresse de la variable A. Voilà, maintenant on va voir quelques opérations. Si on ajoute cette instruction, l'adresse D, donc c'est l'indicateur de format, et là on met étoile P. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va afficher le contenu de la variable sur laquelle il pointe P. Le contenu de la variable sur laquelle il pointe P, c'est C2. Alors, tout simplement, nous aurons la valeur 2 comme résultat. Si on affecte cette valeur au contenu de P, c'est comme on fait quoi? C'est comme on affecte à la valeur A la valeur 2. C'est-à-dire, on va affecter à la variable sur elle pointe P la valeur 85. Alors là, désolé, là c'est 85. Alors là, donc le résultat après l'exécution de cette instruction, c'est quoi? C'est que la valeur de la variable A sera changée, c'est-à-dire là, on a 85. Si on essaye d'afficher les instructions suivantes, alors la première instruction, si on affiche directement A, alors directement là, c'est la valeur quoi? C'est la valeur 85. Si on affiche le contenu de P, c'est-à-dire la valeur de la variable sur laquelle il pointe P. Donc là, automatiquement, c'est toujours 85. Si on affiche l'adresse de A, donc essayez de faire ça avec CodeBlocks, vous allez trouver que ça c'est, donc normalement vous allez trouver d'autres adresses. Pour notre exemple, dans cet exemple-là, c'est l'adresse de la variable A, dans ce cas-là c'est 1A4. Voilà. Si on affiche la valeur de P, quelle est la valeur de P à votre avis? La valeur de P c'est tout simplement le contenu de cette case. Le contenu de cette case c'est 1A4. Ou bien avec un autre mot, c'est l'adresse de la variable sur laquelle il pointe la variable P. La dernière chose, si on essaye d'afficher l'adresse de P, donc l'adresse de P c'est tout simplement 1B5. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris toutes ces instructions. Comment déclarer d'abord un pointeur et donc ajouter que ce pointeur pointe sur une variable, comme par exemple la variable A, donc avec cette instruction. On peut même utiliser une autre instruction. Vous pouvez au moment de déclaration, int par exemple P, affecter à P quoi? Mettre tout simplement l'adresse de A. Donc vous pouvez utiliser ces deux instructions ou bien tout simplement cette instruction. Alors c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Donc on suppose qu'on a une autre variable déclarée avec la deuxième méthode, donc Q. Alors on a déclaré Q qui pointe sur la même variable, c'est-à-dire la variable A. Alors si on veut illustrer ça, c'est comme on a choisi une autre adresse aléatoire, donc c'est-à-dire cette adresse-là. Et cette adresse toujours pointe sur la même variable, c'est-à-dire cette variable. Alors le contenu de cette case, c'est 1A4. Alors on a maintenant deux pointeurs, le pointeur P et le pointeur Q, qui pointent sur la même variable, c'est-à-dire cette variable-là. Alors là, on peut exécuter d'autres instructions. Si on fait par exemple
le contenu de P-1, toujours lorsqu'on met l'étoile, c'est-à-dire la valeur de la variable sur laquelle il pointe P. C'est toujours 85 moins la valeur de A, c'est 85. Alors, la valeur de la variable sur laquelle il pointe Q, cette variable-là, sera changée. Et quelle est la valeur sur laquelle il pointe cette variable? C'est toujours cette case mémoire. Alors, quelle est la valeur de cette case mémoire après l'exécution de cette instruction? C'est tout simplement 0. Comme vous pouvez maintenant déduire, nous pouvons contrôler la valeur d'une variable soit via son nom direct ou bien via son pointeur, par exemple P dans ce cas-là ou bien Q dans ce cas-là. Si on essaye d'afficher les valeurs suivantes, on essaye d'afficher la même valeur de la même variable, c'est-à-dire la valeur de A via directement son nom ou bien via leur pointeur P ou bien Q. Voilà, ça c'est une illustration qui va vous aider à bien comprendre les pointeurs. Vous pouvez toujours faire l'analogie suivante. Vous pouvez imaginer que la mémoire RAM de l'ordinateur, c'est comme la poste. Et dans cette poste-là, on a plusieurs boîtes postales. Et pour chaque boîte postale, il y a l'adresse de cette boîte et aussi il y a le contenu de cette boîte. Alors maintenant vous pouvez faire l'analogie. Donc la mémoire RAM c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble des cases mémoire et dans chaque case mémoire il y a une adresse et pour chaque adresse il y a une valeur qui est stockée dans cette adresse là. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que les pointeurs. Alors qu'est-ce qu'un pointeur? C'est tout simplement une variable, comme j'ai déjà dit, qui contient l'adresse d'une autre variable. Si un pointeur P contient l'adresse d'une autre variable A, on dit que P pointe sur A. Voilà, donc c'est ça la définition d'un pointeur. Si vous voulez toujours garder ou bien mémoriser qu'est-ce qu'un pointeur, vous pouvez toujours revenir à cette phrase de Saul Goodman dans Breaking Bad qui va vous aider aussi, ou bien encore une fois, de mémoriser qu'est-ce qu'un pointeur. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux opérateurs de base sur un pointeur. Donc comme on a déjà expliqué, les deux opérateurs qui sont nécessaires lorsqu'on utilise un pointeur, c'est l'adresse ou bien le i commercial et aussi l'étoile. Donc le i commercial permet d'obtenir l'adresse d'une variable et pour l'étoile permet d'accéder au contenu d'une adresse. Voilà, donc ce sont les deux opérateurs qu'on utilise avec les pointeurs. Alors pour créer un pointeur, il y a deux méthodes, soit la première, soit la deuxième. Alors la première permet de déclarer et aussi mettre la variable sur laquelle nous allons pointer, donc c'est-à-dire à l'aide de cette instruction, étoile P égale l'adresse de A. Alors automatiquement la variable P ou bien le pointeur P pointe sur A. Ou bien déclarer les deux dans deux lignes séparées et là il faut déclarer pointeur avec l'étoile P. Et par la suite, utiliser directement P, ou mettre dans P l'adresse de A. Donc c'est ça, donc les deux méthodes pour déclarer un pointeur. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on déclare la variable A, nous aurons l'espace mémoire de A et dans cet espace, on a la valeur 8. Et par la suite, lorsqu'on déclare le pointeur P, c'est comme on met dans P l'adresse de A et automatiquement P pointe sur la variable A ou bien le contenu maintenant, si on met l'étoile P de ce pointeur, c'est 8. Et voilà, donc ça c'est un exemple qui illustre qu'est-ce que se passe lorsqu'on déclare un pointeur. Maintenant on va passer à notre premier exercice. On suppose qu'on a plusieurs variables A, B et C et deux pointeurs P1 et P2. On va essayer de donner les valeurs après chaque instruction. On commence avec la première instruction. Lorsqu'on met P1 reçoit l'adresse de A, c'est comme on met un pointeur sur la variable A. Maintenant, P1 pointe sur la variable A et automatiquement dans P1, nous avons quoi? Nous avons l'adresse de la variable A. Après, nous passons à cette instruction. Là, on a tout simplement un autre pointeur qui pointe cette fois sur la variable C. Alors, dans P2, nous avons quoi? Là, nous avons l'adresse de la variable C. Maintenant, nous passons à cette instruction. Cette instruction permet d'abord d'accéder au contenu de P2. Le contenu de P2, c'est le contenu de la variable sur laquelle il pointe P2, c'est-à-dire C, c'est-à-dire 3. Après l'affectation, cette valeur sera incrémentée, c'est-à-dire que après l'exécution de cette instruction, la valeur 3 passera à 4. Mais avant d'incrémenter, on va affecter quoi? On va affecter à P1 le contenu de P2, c'est-à-dire on va affecter à la valeur sur laquelle il pointe P1, c'est-à-dire la valeur de A, la valeur 3. Et après l'exécution de cette instruction, nous avons là 3.
Et là, on a 4 puisque donc l'opérateur d'incrémentation, c'est après la variable. Maintenant, nous passons à cette instruction. Alors, tout simplement là, on va affecter à P1, P2. Ça signifie quoi? Ça signifie que le contenu de P1 sera changé par cette valeur. C'est-à-dire là, on a quoi? On a l'adresse de C et automatiquement maintenant, P1 pointe sur la variable C comme P2. Nous passons maintenant à cette instruction. Alors là, on fait quoi? On va affecter à P2 l'adresse de B2. L'adresse de B2, c'est-à-dire l'adresse de cette variable. Alors maintenant, P2 pointe sur la variable B. Nous passons maintenant à cette instruction. Alors là, on va affecter au contenu, ou bien à la valeur sur laquelle pointe P1. Et P1 pointe sur C, c'est-à-dire cette valeur-là. On va affecter cette valeur moins le contenu de la valeur sur laquelle il pointe P2. Donc là, il faut différencier toujours l'étoile de la multiplication. Donc normalement, l'étoile est accompagnée toujours avec les pointeurs. Lorsqu'on utilise directement P2, ça signifie qu'on est en train de manipuler l'adresse de la variable sur laquelle il pointe P2. Alors je reviens, maintenant on va affecter à cette valeur, c'est-à-dire 4, la valeur 4 moins la valeur sur laquelle il pointe P2, c'est-à-dire P2 il pointe sur B, c'est-à-dire 2. Alors là, nous avons dans P2, dans ce cas-là, la valeur 2. Voilà, nous passons à cette instruction. Alors là, on va incrémenter la valeur de P2. Alors la valeur de P2 normalement, ou bien la valeur sur laquelle il pointe P2, donc P2 normalement pointe sur 2, alors 2 passera normalement à 3. Voilà. Après, ce qu'on va faire, on va affecter à la valeur sur laquelle il pointe P1. P1 pointe normalement sur C, c'est-à-dire cette valeur-là. On va affecter à cette valeur 2 fois la valeur sur laquelle il pointe P2. P2 pointe sur la valeur normalement là, c'est 3. Alors 2 fois 3, ce qui va nous donner 6. Après, nous passons à cette instruction. Alors on va affecter à A, c'est-à-dire cette valeur, cette case. L'incrémentation de P2. Donc P2, c'est-à-dire la valeur sur laquelle il pointe P2. P2 pointe sur B, c'est-à-dire cette valeur. Alors cette valeur sera incrémentée d'abord. Donc ça va passer à 4. Et on va multiplier 4 fois la valeur sur laquelle il pointe P1. P1 pointe normalement sur C, c'est-à-dire 4 fois 6, ce qui va nous donner pour cette valeur-là 24. Et cette valeur, il faut faire attention, cette valeur passe à 4. Voilà, c'est ça. Après, nous passons à cette instruction. Alors là, on va changer la variable sur laquelle il pointe P1. P1 maintenant pointe sur A. Voilà. Donc, alors normalement là, nous aurons l'adresse de A pour P1. Finalement, on a cette ligne d'affectation. Alors, lorsque vous avez cette ligne, bien plusieurs affectations dans la même ligne, vous commencez toujours à partir de la droite. Alors, on va affecter à P1 quoi? La valeur de P1, ou bien la valeur sur laquelle il pointe P1, c'est-à-dire 24, sur la valeur sur laquelle il pointe P2. P2, il pointe normalement sur B. B, donc 24 sur 4, ce qui va nous donner pour la valeur sur laquelle il pointe P1. P1, toujours, c'est la valeur A. On va mettre là 6. Il faut faire attention. Et on va l'affecter à quoi? On va l'affecter à P2. Normalement, P2, il pointe sur B. Alors là, nous aurons dans cette case-là, cette valeur, c'est-à-dire 6. Et voilà le résultat final. Si vous voulez aller plus loin, essayez de déclarer tout ça avec CodeBlocks et essayez de chaque fois d'exécuter ces instructions. Vous allez trouver exactement les mêmes résultats. Maintenant, nous passons à une chose très importante qu'on a vu au départ de cette vidéo, c'est le passage par valeur et le passage par référence, ou bien des fois on dit aussi passage par adresse. Alors, on va voir la différence entre les deux et on va voir l'importance cette fois d'utiliser les pointeurs. Alors, le pointeur, c'est un concept très important qui permet d'éviter les problèmes posés par le passage par valeur, comme on a déjà vu au départ de cette vidéo. On va voir maintenant tout ça en détail. On va prendre deux programmes. Un programme avec le passage par valeur, donc des choses qui sont normales. Et un deuxième programme, cette fois, avec le passage par référence. Alors là, il faut faire attention. Et là, il faut mettre, ou bien, il faut passer les adresses des variables comme paramètres pour la fonction échange. Et au moment d'utilisation
des variables à l'intérieur de cette fonction, il faut bien sûr mettre ou bien ajouter l'étoile pour accéder au contenu de ces variables-là. Puisque sont considérés, la x et y se sont considérés comme des pointeurs. Et là, on passe, c'est comme on met par exemple x, int x égale, ou bien pointeur égale, normalement l'adresse de A. C'est équivalent à ces instructions-là, ça c'est l'adresse, et cette affectation sera effectuée ici. Pour comprendre la réalité ou bien ce que se passe en réalité, nous pouvons utiliser l'analogie suivante. Alors, nous supposons que nous avons une personne en train de boire une bouteille de soda. Cette bouteille-là, normalement, représente une variable. Par exemple, la variable A. Alors, nous passons cette variable, ou bien la valeur de cette variable, comme une copie, c'est-à-dire on va créer une autre bouteille de soda et cette bouteille sera utilisée par une autre personne de l'autre fonction, la fonction qu'on fait appel dans la fonction main, c'est-à-dire la fonction qui utilise le passage par valeur. Et cette deuxième personne, ce qu'il va faire, normalement, il va boire la deuxième bouteille, c'est-à-dire la couper. Voilà, c'est comme ça. Après, lorsqu'on revient à notre programme initial, toujours nous aurons la même bouteille, la bouteille initiale qui n'était pas changée. Lorsqu'on utilise le passage par référence, alors le passage par référence, normalement, on ne met pas une copie de la bouteille de soda, mais cette fois, la deuxième personne, ou bien la deuxième variable, normalement par analogie, le pointeur qu'on utilise normalement dans le passage par référence, il pointe sur quoi, ou bien il utilise quoi? Il utilise la bouteille originale. Alors dans ce cas-là, les deux personnes vont boire la même bouteille de soda. Alors j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence entre les deux. Donc passage par valeur, on crée une copie de la variable initiale. Dans le passage par référence, on passe la même variable et les deux, ils peuvent manipuler la même variable. Donc ici, on utilise la variable directement et là, on manipule la variable via son adresse. Voilà, donc pour résumer tout ça, dans le passage par valeur, une copie des arguments réels est transmise aux arguments formels respectifs. Donc là, on crée des copies. Alors, on ne manipule pas les valeurs ou bien les variables réelles, on manipule uniquement les copies. Dans le passage par référence, l'emplacement ou bien l'adresse des arguments réels est transmis à des arguments formels. C'est-à-dire, on fait la manipulation des données réelles ou bien les valeurs des variables réelles via son adresse. Et toute modification apportée aux arguments formels va affecter également les arguments réels, comme on a vu pour l'exemple de la bouteille de soda. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire un programme qui va contenir une fonction. Cette fonction tout simplement permet de déterminer le maximum de deux valeurs saisies par l'utilisateur. Alors là, bien sûr, on va utiliser quoi? On va utiliser le passage par adresse ou bien on dit des fois le passage par référence. Alors pour déterminer le max, il faut bien sûr avoir deux valeurs de deux variables, la variable A et la variable B. Et on va stocker tout ça dans la variable max. Donc max va contenir quoi? Va contenir le max entre A et B. Alors on demande à l'utilisateur d'abord de saisir la valeur de A et de saisir aussi la valeur de B. Alors pour cela, on va écrire les deux messages suivants. Alors voilà, donc ça c'est la récupération de la valeur de A et de B. Maintenant, nous passons à l'appel de la fonction. Donc la fonction qu'on va appeler, c'est la fonction maximum, qui va retourner le max entre A et B. Donc ce qu'on fait normalement, dans le passage par valeur, on met A, virgule B. Donc ce sont les deux paramètres de la fonction. Et puis, si on veut par exemple stocker le max entre les deux dans une variable, par exemple max, on met max comme troisième paramètre. C'est ça donc le passage par valeur. Ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est d'utiliser le passage par référence, par adresse. Alors, par adresse signifie quoi? Signifie qu'il faut ajouter devant chaque variable l'adresse. Et comme ça, au lieu de manipuler les valeurs, nous allons manipuler les adresses de ces valeurs-là. Et par conséquent, lorsqu'on exécute, ou bien donc la fonction, ou bien le programme exécute la fonction maximum, les paramètres qui seront utilisés à l'intérieur de la fonction maximum vont accéder aux valeurs réelles de A et de B. Alors, au moment, bien sûr, de la définition de la fonction, il faut mettre là int, l'adresse, ou bien là, le pointeur A, int, le pointeur B, et finalement int, le pointeur max.
Ou bien, si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez même changer les valeurs, ou bien changer les noms, utiliser d'autres variables x, y et m. Alors, la fonction ne retourne aucune chose. Donc, il fait la manipulation, il stocke tout ça dans la variable m par la suite. Alors là, à l'aide de ce passage-là, le passage par adresse, nous pouvons manipuler directement les valeurs de a et de b via x, y et m. Alors, pour retenir ou bien pour renvoyer le max, donc il suffit d'utiliser la condition suivante. Si le contenu de la variable sur laquelle il pointe x, c'est-à-dire la valeur de a, est supérieur au contenu de la valeur sur laquelle il pointe y, c'est-à-dire b, alors là, on va faire quoi? On va affecter au contenu de la valeur sur laquelle il pointe m, c'est-à-dire max, quoi? On va affecter donc le contenu de x, c'est-à-dire la valeur de a. Voilà, else, on va affecter la valeur de m, donc le contenu de la valeur sur laquelle il pointe y, c'est-à-dire la valeur de b. Voilà, maintenant, il faut bien sûr, après l'appel de la fonction, il faut bien sûr afficher la valeur de max. Alors là, print, voilà, on va afficher la valeur de max, on va dire que le max... Alors, le max des deux valeurs est pourcentage d. Et là, on va afficher virgule max. C'est comme ça. Maintenant, on va appeler la... Donc, on exécute le programme. On a une erreur là. Donc, on a oublié d'ajouter les parenthèses. Donc, il faut ajouter les parenthèses pour cela. Voilà. Donc, pas de problème. Alors, maintenant, on va donc saisir une valeur 9 et 2 pour b. Donc, normalement, la valeur est le max entre les deux, c'est 9. Voilà. Alors, vous pouvez exécuter avec d'autres valeurs, par exemple de 88, et voilà, donc ça, c'est le résultat. Voilà, donc ça, c'est un exemple qui illustre comment utiliser le passage par référence, ou des fois, on dit aussi le passage par adresse, dans un programme afin d'effectuer, ou bien dans ce cas-là, afin de déterminer le max entre deux valeurs. Maintenant, nous allons passer à la partie suivante de ce cours-là. Après la résolution de cet exercice, nous passons ou pointeurs en relation avec les tableaux. Bien sûr, il y a une relation entre les deux, les pointeurs et les tableaux. Et ça, ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. On suppose qu'on a le tableau suivant avec 5 éléments. Donc, après la création de ce tableau-là dans la mémoire de l'ordinateur, donc nous aurons des cases comme ça. Donc, 5 cases. Et dans chaque case, il y a une valeur. Alors, ce qu'il faut retenir, donc le nom d'un tableau, donc il faut garder ça à la tête, le nom d'un tableau représente l'adresse de son premier élément. Ça signifie quoi? Signifie que le nom ici, le T, c'est un pointeur qui pointe sur la première case du tableau. Par exemple, si on a les adresses suivantes, alors si on essaie d'exécuter les instructions suivantes, alors si on fait cette instruction, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va afficher la valeur du premier élément du tableau. Dans ce cas-là, la valeur du premier élément du tableau, c'est combien? C'est 3. Après, si on fait cette instruction, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va afficher le contenu de cette adresse mémoire. Le contenu de cette adresse mémoire. Donc, on a déjà dit que le nom d'un tableau, il pointe sur le premier élément du tableau, c'est-à-dire le contenu de cette case, c'est tout simplement cette adresse. Alors là, nous aurons la valeur quoi? La valeur 1000 ici, ou bien, c'est pas une valeur, mais c'est une adresse, c'est l'adresse 1000. Si on met l'adresse du premier élément du tableau, ou bien avec l'indice 0, c'est tout simplement cette adresse, c'est-à-dire la même adresse, c'est-à-dire 1000. Si on met cette instruction, ça signifie quoi? Ça signifie que T, déjà, c'est un pointeur, et on va afficher le contenu de la case mémoire sur laquelle il pointe T. Donc, on a dit qu'il pointe toujours sur cet élément-là, c'est-à-dire le premier élément du tableau. Et le contenu de cet élément, bien de cette case, c'est tout simplement 3. Et là, ça, c'est le résultat. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tableau, c'est normalement un pointeur qui pointe sur le premier élément du tableau, ou bien son premier élément. Maintenant, on suppose qu'on a déclaré un pointeur P, et ce pointeur-là pointe sur le tableau. Alors, tout simplement pour exécuter ça, il se fait de mettre quoi? Il se fait de mettre là P égale T. Puisque T, déjà, il faut donc faire attention. T, c'est un pointeur. Alors là, il suffit de mettre T. Ou bien, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre l'adresse du premier élément du tableau, c'est-à-dire T0. Ça, les deux sont équivalents. Alors, pour faciliter la tâche, on utilise directement T. Et automatiquement, donc, le P maintenant pointe sur la première case du tableau, c'est-à-dire la case avec l'adresse 1000. Voilà.
Maintenant, si on essaye d'afficher les valeurs suivantes, T0, normalement T0 c'est 3. Alors l'adresse de P, c'est-à-dire le contenu de la case sur laquelle il pointe P, c'est 3. Voilà, donc c'est ça le résultat. Alors maintenant, si on essaye d'exécuter quelques opérations, comme par exemple l'incrémentation, alors P++, c'est-à-dire que au lieu de pointer sur cette case, donc ça c'est l'équivalent, on va pointer sur cette case-là. Voilà, donc c'est ça le résultat. Alors le contenu normalement du pointeur là, c'est 1004, c'est-à-dire l'adresse de cette case-là, ou bien cet élément du tableau. Et si on essaye d'afficher les valeurs maintenant, donc le contenu de la variable sur laquelle il pointe P, ou bien la case sur laquelle il pointe P, c'est normalement, dans ce cas-là, -6, puisqu'on a changé donc l'espace sur laquelle il pointe P. Et si on exécute cette instruction, ça signifie quoi? Ça signifie que au lieu de pointer sur cette case, on va, ou bien le pointeur va pointer cette fois sur cette case-là, c'est-à-dire l'adresse 1016. Et lorsqu'on, par exemple, on affiche le contenu de la case sur laquelle il pointe P, nous aurons bien sûr la valeur 24 pour bien comprendre ce que nous avons vu. Donc essaye toujours de refaire ça avec CodeBlocks et exécuter pour voir les résultats. Pour résumer tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, normalement T c'est quoi? C'est un pointeur qui pointe sur T0. Alors T normalement c'est un pointeur qui contient l'adresse de la variable ou bien de l'élément T0 du tableau. Si on met T plus 1, alors le pointeur T ou bien la valeur ou bien l'élément sur lequel il pointe T sera changé et maintenant il pointe sur l'élément TI. Alors si on met entre deux parenthèses T plus I, donc l'étoile là, signifie qu'on est en train de manipuler ou bien d'utiliser la valeur de la case sur laquelle il pointe T. Alors là, entre deux parenthèses, étoile T plus I signifie le contenu de TI. L'équivalent de tout ça avec P, donc c'est P, donc il pointe sur, normalement, dans ce cas-là, il pointe sur T0. T plus I, donc au lieu de pointer sur T0, il va pointer sur le TI, donc c'est l'équivalent de T plus I. Et si vous voulez accéder à la valeur ou bien le contenu d'une case, il faut bien sûr ajouter l'étoile juste devant P. Et là, il faut mettre donc tout ça entre deux parenthèses plus I. Pour accéder par exemple à cette case-là, il faut faire attention. Donc l'étoile et entre les deux parenthèses plus I. Alors on va essayer de tester tout ça. Donc lorsqu'on met par exemple là, étoile entre deux parenthèses T plus 1. Et on affecte à cette case-là la valeur 2. Ça c'est l'équivalent de quoi? T 1, 2. Et là, après l'exécution de cette instruction, nous aurons dans cette case-là la valeur 2. Lorsqu'on passe à cette instruction, signifie que au lieu de pointer sur le premier élément du tableau, donc le pointeur P va pointer sur l'élément 1 du tableau, ou bien avec l'indice 1 du tableau. Après l'instruction suivante, donc T plus 3 signifie que on va changer donc la case sur laquelle il pointe T, donc au lieu de pointer sur 0, il va pointer sur T3 et là on va affecter à T3 la valeur 4. Alors après l'exécution de cette instruction, nous aurons cette valeur ici. Normalement P, comme on a déjà fait avec cette instruction, il pointe sur cette instruction là ou bien cette case là. Alors cette case là va contenir quoi? La valeur. Donc c'est la valeur initiale de cette case avec 2 plus la valeur 5. Alors, la nouvelle valeur de cette case-là, c'est normalement 7. Voilà. Et lorsqu'on exécute cette instruction, P reçoit P plus 2, ça signifie quoi? Donc, il faut faire toujours attention, puisque lorsqu'on utilise l'étoile, ça signifie le contenu de l'élément, ou bien de la case. Lorsqu'on utilise directement P, ça signifie la case sur laquelle il pointe. Donc, au lieu de pointer sur cette case, maintenant, P va pointer sur T normalement, ou bien la case numéro 4, ou bien la case numéro 3 dans ce tableau-là, avec la valeur 4. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, donc le nom d'un tableau représente l'adresse de son premier élément, donc ça c'est une chose à retenir. Après citer un tableau, II représente l'indice qu'on utilise pour ces éléments. Alors, donc on a vu déjà ça, donc T désigne quoi? L'adresse de l'élément T0, donc T plus I désigne l'adresse de l'élément TI, c'est comme un pointeur qui pointe sur l'élément TI. Si on veut accéder à un élément, donc il faut là ajouter l'étoile entre deux parenthèses T plus I
pour accéder au contenu, par exemple, de la case TI, si on veut travailler avec le contenu, il faut ajouter l'étoile. Et l'équivalent de tout ça avec un pointeur P, si on fait cette affectation, c'est que P pointe sur l'élément T0 du tableau, P plus I pointe sur l'élément TI. Et si on veut renvoyer ou bien utiliser le contenu d'un élément, il faut ajouter l'étoile, entre deux parenthèses, le P plus I. Et comme ça, vous pouvez manipuler les éléments d'un tableau. Voilà, maintenant, vous pouvez déduire clairement qu'un tableau, c'est un pointeur qui pointe sur son premier élément. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo, l'arithmétique des pointeurs, c'est-à-dire l'application des opérateurs tels que l'addition, la soustraction sur un pointeur. Alors, avant d'aborder chacune de ces opérations, on commence avec la fonction sizeOf. Donc, c'est une fonction très importante lorsqu'on utilise les pointeurs. On va voir l'objectif de cette fonction. Alors, on suppose déjà qu'on a un tableau avec 5 éléments. Donc, ça, ce sont les éléments de ce tableau-là. Ça, ce sont les adresses. Et ça, c'est le pointeur qui pointe sur la première case de ce tableau-là. Alors, qu'est-ce que la fonction sizeOf? Donc, sizeOf, c'est une fonction qui permet de renvoyer la taille en octets d'un type de données ou bien d'une variable. Alors, si vous mettez, par exemple, la chose suivante. Pourcentage D, donc normalement c'est une valeur entière qu'on va afficher, size, entre deux parenthèses, de l'élément 0 du tableau, T0. C'est-à-dire on va chercher l'espace mémoire de cette case, cet espace mémoire, cette case, et sizeOf va calculer la taille réservée dans la mémoire pour cette case. Normalement, pour les nombres entiers, chaque case représente 4 octets, est représentée sur 4 octets. Donc là, on va renvoyer 4 si vous testez ça. Si vous affichez donc sizeOf double, ou bien si vous avez un tableau de type double, prend en mémoire 8 octets. Maintenant, je reviens aux opérateurs arithmétiques et on commence avec l'incrémentation. Alors, la règle, c'est que lorsque vous mettez pour un pointeur P++, ça c'est toujours les pointeurs avec les tableaux. Il faut faire attention puisque le pointeur P pointe sur T. Au lieu de pointer sur cette case, on va ajouter 1 à cette case, ou bien cette case par exemple passera ici, ou bien si le pointeur pointe ici, vous mettez plus, il passera à cette case-là. Voilà, donc on va donner un exemple, P++. Alors là, automatiquement, le P maintenant pointe sur la deuxième case, et si vous affichez le contenu de P, c'est-à-dire la valeur de la case sur laquelle il pointe P, dans ce cas-là, c'est moins 6. Alors là, il faut faire attention lorsqu'on met entre deux parenthèses, P++. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au lieu de pointer sur cette case, P va pointer sur cette case-là. C'est-à-dire la case avec la valeur 14. Mais ça, c'est après. C'est-à-dire après l'affichage. Donc l'affichage, on va afficher d'abord la case sur laquelle il pointe initialement, c'est-à-dire moins 6. Et après l'exécution de cette instruction, P passera à cette case-là comme case sur laquelle il pointe, et si vous affichez par la suite printf entre deux parenthèses étoile P, vous allez avoir la valeur 14. Maintenant nous passons à la désincrémentation. Donc, si vous avez un pointeur qui pointe sur cette case et vous mettez P-, c'est-à-dire qu'au lieu de pointer sur cette case, il va pointer sur la case précédente, comme ça. Voilà, donc on va donner un exemple. On suppose qu'on a exécuté cette instruction P-. Voilà, on a maintenant le P pointe sur moins 6. Et si nous affichons la valeur suivante, le contenu de P, nous aurons la valeur moins 6. Maintenant, nous passons à l'opérateur de l'addition. Alors, qu'est-ce que signifie l'addition? Ou bien, si vous affectez à P, P plus 3, ça signifie quoi? Ça signifie que, au lieu de pointer par exemple sur cette case, la première case du tableau, vous allez passer à la troisième case, c'est-à-dire cette case ici. Donc c'est ça l'équivalent de l'addition pour les pointeurs qui pointent sur des tableaux. Alors vous allez me dire que c'est bon, l'adresse de cette case c'est 1000. 1000 plus 3, c'est normalement 1003. Et ça c'est différent de 1012. Alors vous pouvez avoir cette remarque-là, mais la réalité est la suivante. Et la réalité, lorsque vous mettez, ou bien vous ajoutez 3 à un pointeur qui pointe sur un tableau, ça signifie quoi? Ça signifie que
vous allez avoir déjà la valeur P plus 3 fois size. Size of le type de la case, normalement, ou bien des cases sur laquelle il pointe P. Normalement, ce sont des cases de type entier. Et une case de type entier a toujours la valeur 4. Alors là, lorsque vous mettez plus 3, ça signifie 3 fois size of cette case-là, c'est-à-dire 12. Et là, automatiquement, vous aurez la valeur 112. Donc, c'est ça la réalité. Et pour cette raison-là, au lieu de pointer sur 1000, nous allons pointer sur la case 1012 et nous aurons la troisième case du tableau. Voilà. Après, donc, on va essayer maintenant de donner les résultats après ces deux instructions. Alors là, une chose que j'ai déjà oublié, donc mentionné au départ, si vous voulez afficher l'adresse d'une valeur, il faut mettre P, un pourcentage ou bien l'indicateur P. Ok, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est en train d'afficher l'adresse mémoire d'une variable. Si vous voulez afficher le contenu d'une case, il faut mettre l'adresse de D. Voilà, donc là, P plus 3, donc ça signifie qu'on va afficher l'adresse de, donc cette case-là, c'est P plus 3, c'est-à-dire 1012, donc vous aurez 1012 à l'écran. Si vous mettez donc étoile entre deux parenthèses P plus 3, ça signifie qu'on va afficher le contenu de cette case, c'est-à-dire dans ce cas-là, valeur 8. Voilà, donc ça c'est l'addition. Maintenant, nous allons passer à la soustraction. Alors, il faut sachez qu'on peut exécuter la soustraction au niveau du pointeur, soit entre un pointeur et une valeur, ou bien entre deux pointeurs. Alors, lorsqu'on commence avec une valeur, Q-2 par exemple, ça signifie qu'au lieu que ce pointeur pointe sur cette case, il va pointer sur cette case Q-2 fois size of int. Donc là, size of int, dans ce cas-là, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Alors, 112 moins 8, ce qui va donner 1004. Alors, au lieu de pointer sur cette case, le pointeur Q va pointer sur cette case-là. Alors, pour faire tout ça, donc ça, ce sont les instructions pour créer ce pointeur-là qui pointe sur cette case-là, la case troisième case ou bien la quatrième case du tableau. Voilà, donc maintenant, on a ce pointeur qui pointe sur cette case. Donc là, c'est la case initiale. Alors, lorsqu'on met Q-2, signifie qu'au lieu de pointer sur cette case, on va pointer sur cette case-là. Et comme déjà mentionné, pour afficher l'adresse d'une case, on met le pourcentage P. Et là, on a Q-2, ce qui nous va nous donner dans ce cas-là 1004. Alors là, lorsqu'on met entre deux parenthèses, et là on met l'étoile, signifie qu'on va afficher le contenu de cette case, c'est-à-dire -6 dans ce cas-là. Alors maintenant, nous passons à la soustraction entre deux pointeurs. Lorsque vous avez deux pointeurs et vous mettez la soustraction, signifie quoi? Signifie la distance entre les deux. Par exemple, dans ce cas-là, on a la distance entre P et Q. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque vous extrayez deux pointeurs P de Q, on va prendre l'adresse sur laquelle il pointe Q. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 112. Moins l'adresse sur laquelle il pointe P, dans ce cas-là, c'est 1000. Et on va diviser tout ça sur la taille de chaque case de ce tableau-là. Dans ce cas-là, chaque case prendra 4 octets puisque on a des éléments de type entier. Et lorsque vous effectuez cette opération-là, vous allez trouver 3. Ou bien avec un autre mot, donc, lorsque vous mettez K moins P, signifie la distance entre les deux. Donc là, la distance entre 3 et 0, c'est normalement 3. Et vous aurez normalement 3 lorsque vous affichez cette valeur. Donc là, pourcentage D Q moins P, ce qui va vous afficher 3. Lorsque vous inversez les choses, donc 0 moins 3 signifie, par exemple, dans le deuxième exemple, moins 3. Voilà, donc ça, ce qui concerne la soustraction. Puisqu'on peut effectuer la soustraction, nous pouvons également effectuer la comparaison. Alors la comparaison de deux pointeurs qui pointent, normalement les deux pointeurs doivent pointer sur le même tableau. Alors l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent à la comparaison des indices correspondants. Par exemple, si vous voulez comparer Q avec P, c'est comme vous êtes en train de comparer 3 avec 0. Alors par exemple, si vous exécutez les instructions suivantes, donc l'adresse de Q égale P, est-ce que Q égale à P? Non, alors donc le résultat c'est 0 ou bien false. Si par exemple vous comparez Q
est-ce que Q, donc 3 supérieur ou égal à 0, oui, alors vous aurez donc 1 ou bien true au niveau de l'écran de l'ordinateur si vous affichez cette valeur. Voilà, donc ça ce qui concerne la dernière opération arithmétique sur les pointeurs. Alors pour bien comprendre la relation entre les pointeurs et les tableaux, on va travailler sur l'exercice 3. Alors voilà, donc on a ici un pointeur P qui pointe sur le tableau A. Donc ça c'est les éléments du tableau A. Et ça c'est le pointeur qui pointe sur A. Alors votre tâche maintenant, donc essayez de faire pause à la vidéo, essayez de donner les résultats après chaque instruction. Alors on commence, ou bien on va donner la solution de cet exercice. Alors lorsqu'on déclare le tableau A, donc et après le pointeur P, alors P nous pointe dans ce cas-là sur le premier élément du tableau A, c'est-à-dire l'adresse de la case 0, ou bien tout simplement pour faciliter les choses on met l'adresse du 12, c'est-à-dire cette adresse-là. Alors on va exécuter la première instruction. Là on est en train d'incrémenter P, c'est-à-dire au lieu de pointer sur cette case, on va pointer maintenant sur la deuxième case, c'est-à-dire l'adresse de la deuxième case ou bien l'adresse de la case qui contient la valeur 23. On passe maintenant à cette instruction. Alors là, déjà le pointeur pointe sur cette case. Alors, on va passer à cette case-là. OK. Et on va, donc, puisque 1 plus 3, c'est 4. Et on va afficher le contenu de cette case. Et là, automatiquement, nous aurons 56. Nous passons maintenant à cette instruction. Alors, P pointe sur l'adresse de 23. Et on va soustraire de 23 l'adresse de la case A4, c'est-à-dire cette case-là. C'est comme on est en train d'effectuer la soustraction entre deux pointeurs. Le pointeur A, dans ce cas-là, 4, donc l'adresse de A4 et l'adresse de A1. Donc, comme on a déjà vu, c'est la distance entre les deux, c'est-à-dire dans ce cas-là, 1 moins 4, c'est moins 3. Voilà. Maintenant, moins P signifie qu'on va désincrémenter P. Donc, P pointe normalement sur l'adresse de 12. Après, on va ajouter à A6. Ça signifie quoi? Signifie que A, au lieu de pointer sur la case 0, il va pointer maintenant sur la case 6 du tableau, c'est-à-dire l'adresse de 78. Maintenant, on va exécuter l'instruction suivante. On a ici une opération d'addition. On va prendre l'adresse ou bien la valeur de A. On va prendre d'abord la valeur de A7. Donc A7, c'est-à-dire 89. Donc là, moins P plus 8. Donc P, il pointe sur 0, plus 8, c'est-à-dire la dernière case, 90. Alors le contenu de cette case, c'est, puisqu'on a l'opérateur étoile, c'est 90. Après tout ça, plus quoi? Il faut faire attention, P, c'est-à-dire l'adresse de cette case, c'est-à-dire la case avec la valeur 12. Il faut faire attention. Alors on a, donc ici on a plus 1, donc 90 moins 89 c'est 1, plus l'adresse de la première case du tableau, ou bien avec notre expression, donc l'adresse de plus 1. Alors ici, au lieu de pointer sur cette case, le pointeur P va pointer sur cette case et le contenu de cette case c'est 23. Voilà, donc il faut faire attention toujours. On va passer maintenant à une comparaison de égal, c'est-à-dire la comparaison. Est-ce que P, donc P déjà il pointe sur cette case. Là, lorsqu'on fait la comparaison, donc on compare les indices. Alors, est-ce que 0 égale l'adresse de, ou bien la référence, ou bien l'indice de la case A4, c'est-à-dire cette case-là? Est-ce que 0 égale 4? Non, alors le résultat c'est 0. 0 ou bien false. Après, P, c'est normalement, dans ce cas-là, il pointe sur 0. Donc la case avec l'indice 0. Et déjà A, c'est aussi un pointeur. Et comme on a déjà expliqué, un pointeur qui pointe sur la première case du tableau, c'est-à-dire 0. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 0? Oui. Alors, le résultat, c'est 1 dans ce cas-là. Alors, pour bien toujours tester tout cela, donc on va essayer de faire les mêmes instructions sur Code Blocks. Alors, voilà. Donc, ça, c'est normalement le tableau. Donc, A avec ces éléments-là. Donc, ça, c'est le pointeur P. Voilà. Donc, là, P pointe sur le tableau P. Voilà, donc ici, on essaye d'afficher d'abord
ici, comme vous voyez, les adresses, donc puisqu'on a mis l'adresse, l'indicateur de format P de toutes les cases du tableau A, voilà. Et après, on essaye d'afficher donc le résultat après chaque instruction. Alors, on va voir d'abord le résultat, donc exécuté, donc pas d'erreur, voilà. Alors, cette adresse-là, c'est l'adresse de la case 12. Ça, c'est l'adresse de la deuxième case, c'est-à-dire l'adresse de la case 23. Ça, c'est la case suivante, ainsi de suite. Donc, 90, par exemple, est stocké dans cette case. Donc, on va essayer d'afficher maintenant ces valeurs-là. Par exemple, la première instruction, on essaye de faire quoi? On essaye d'incrémenter P. Donc, au lieu que P pointe sur la première case, il va pointer sur cette deuxième case. Alors là, normalement, nous devons avoir cette adresse comme résultat. Voilà, c'est exactement ce qu'on a ici, puisqu'on a mis là l'adresse de P. Pour l'instruction suivante, déjà, donc, le pointeur ne pointe pas sur cette case, il pointe sur cette case-là. On va ajouter 3 à ce pointeur-là. Donc, au lieu de pointer sur cette case, il va pointer sur cette case. Alors là, cette case-là, normalement, c'est l'adresse de la variable ou bien de la valeur 56. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on a ici. Par exemple, pour la dernière instruction qu'on a vue, donc est-ce que P est supérieur ou égal à A, on a trouvé 1. Et voilà, donc on a ici 1. Donc, essayez de refaire ça pour bien comprendre les pointeurs avec les tableaux. Et maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 3. Alors, dans cet exercice, à l'aide du pointeur, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir un tableau avec 6 éléments, puis le programme calcule et affiche la somme de ces éléments-là. Alors là, l'objectif, c'est que à l'aide du pointeur, bien sûr, on va déclarer du pointeur pour récupérer les valeurs qui seront stockées dans ce tableau-là. Et toujours à l'aide du pointeur, on va calculer, afficher la somme. Alors, essayez de faire pause à la vidéo, essayez de réfléchir comment créer un pointeur, par exemple P, qui va pointer sur ces éléments-là. Et par la suite, utiliser ce P-là pour remplir les éléments de ce tableau-là T. Et par la suite, utiliser la même démarche, utiliser P pour calculer la somme et les afficher du tableau T. Alors, d'abord, on commence avec la déclaration du tableau T, donc de type int, alors avec 6 éléments. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, on va déclarer un pointeur qui pointe sur ce tableau-là. Alors, int p, et là, vous pouvez revenir à la ligne et affecter à p, quoi, t, comme ça. Alors, voilà, maintenant, on a un pointeur qui pointe sur la première case du tableau t. Après, on va essayer maintenant de remplir les cases de ce tableau-là. Alors, pour remplir les cases de ce tableau-là, vous pouvez utiliser les pointeurs de la manière suivante. Alors, d'abord, on va afficher un petit message à l'utilisateur qu'on est en train de remplir le tableau T. Voilà, veuillez saisir les éléments du tableau T. Et là, on va utiliser la boucle for. Alors, l'habitude, c'est d'utiliser l'indice i qui commencera à partir de 0 jusqu'à 5 et à chaque fois, on affecte à ti une valeur. Maintenant, on va utiliser, au lieu d'utiliser donc un tableau T, on va utiliser les pointeurs. Alors, le pointeur, déjà, il va commencer à partir de la première case du tableau. Alors, voilà, vous pouvez soit mettre l'adresse de T0 de cette manière-là ou bien tout simplement mettre T, puisque T déjà, il pointe sur la première case du tableau. Après, la deuxième chose, donc P, il va aller jusqu'à quoi? Jusqu'à T plus 6. Voilà, donc ça c'est la condition pour arrêter, donc là, strictement inférieur à T plus 6. Et après, on va mettre quoi? On va mettre P plus plus. Donc à chaque fois, il va pointer sur l'élément, la première case, après la deuxième case, ainsi de suite. Après, vous pouvez afficher un petit message pour indiquer donc là, donc l'indice. Alors pour afficher l'indice pourcentage D, on va fermer par crochet égal. Après, pour afficher 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, il se fait d'exécuter la soustraction entre P et T. Alors, donc lorsque vous exécutez la soustraction entre les deux, il va afficher la distance entre les deux. Alors au départ, P égale à T, après P passe à l'élément 1, après passe à l'élément 2, ainsi de suite. Et toujours, on fait la différence entre les deux. Au départ, c'est 0, après 1, après 2. Donc, on a vu déjà ça au niveau de l'explication. Et après, vous pouvez ajouter scanf. Et là, pourcentage D. Et l'habitude, c'est de mettre l'adresse de T0. Ça, c'est ce qu'on fait normalement. Alors là, on va tout simplement mettre, au lieu de tout ça, on va mettre P qui pointe au départ sur l'élément avec l'indice 0, après l'élément avec l'indice 1, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça la méthode. On peut même tester. Donc là, on a une petite erreur. Alors, l'origine du problème, normalement, c'est que on a oublié d'ajouter l'étoile. Donc là,
Donc, il faut mettre toujours l'étoile pour pointeur pour qu'il puisse pointer sur un tableau. Voilà, maintenant on n'a pas de problème. Donc 5 par exemple, 2, 6, 5, 4. Normalement, le programme doit s'arrêter ici. Voilà, donc 5 ou bien 6 éléments. Alors vous pouvez même commencer à partir de 1 en ajoutant 1 ici, plus 1. Voilà. Maintenant, nous passons à l'étape suivante, c'est calculer la somme. Donc on va utiliser la même boucle, même démarche. Ok. Alors là, S, donc normalement on va déclarer une variable S ici, donc on peut l'ajouter là. Après, ce qu'on va faire, il faut toujours changer l'élément sur lequel il pointe P. Donc là, il faut revenir au premier élément. Et là, on va faire quoi? On va affecter à S, quoi? S plus, tout simplement, le contenu de la variable ou bien du pointeur. Là, étoile P, comme ça. Et puis, la dernière chose, c'est printf pour afficher la somme. Alors, on va écrire que la somme est... Voilà, la somme des éléments du tableau est, pourcentage D. Et là, on va afficher, virgule, l'adresse de... ou bien la valeur de S, comme ça. Voilà, on va exécuter maintenant. Voilà, donc on va saisir les éléments. Donc maintenant, on commence à partir de 1. Voilà, donc la somme de tous ces éléments-là, c'est 40. Voilà, donc si vous avez d'autres propositions pour cet exercice, merci de les partager dans la section des commentaires. Maintenant, nous passons au dernier exercice de cette vidéo. Dans ce dernier exercice, toujours à l'aide du pointeur, nous allons créer un programme qui demande à l'utilisateur de remplir un tableau de 10 entités cette fois. Donc le tableau T. Ensuite, le programme va déterminer, afficher le minimum des éléments du tableau. Toujours essayer de faire pause à la vidéo, essayer d'écrire le programme. Alors là, le programme à l'aide du pointeur doit nous afficher ici la valeur minimale, c'est moins 4. Maintenant, je vais revenir à CodeBlocks pour écrire le programme. Alors voilà, donc ça c'est le programme normalement de l'exercice numéro 4. On va ajouter là la variable min. Donc là, la taille normalement c'est 10. On va garder les mêmes choses. Donc là, on va aller jusqu'à plus 10, donc ça c'est phase de remplissage. Alors je vous donne une deuxième méthode pour remplir le tableau à l'aide de l'utilisation du pointeur T, c'est-à-dire le nom du tableau. Alors la méthode est la suivante. Alors là on va déclarer une variable i, et après ce qu'on va faire, on va commencer i commencera à partir de 0, i plus, ou bien i inférieur strictement à normalement 10 dans ce cas-là, i plus. Et après, ce qu'on va faire, on va afficher ce message-là. Donc là, on va mettre pourcentage D. Donc là, au lieu de tout ça, on va mettre I. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un à I. Et là, pour normalement, ce qu'on fait, c'est l'adresse de TI. Alors, quel est l'équivalent de cette valeur-là? Toujours en mettant l'adresse, c'est donc la formule suivante, c'est T plus I. Tout simplement, donc i au départ c'est 0, après 1, après 2, donc comme ça nous pouvons remplir le tableau T. Maintenant nous passons à la partie suivante, c'est la partie qui permet de déterminer le minimum. Alors pour ça, on doit utiliser la technique suivante, on va supposer que le minimum est le premier élément du tableau. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, soit de mettre T0 comme ça. Le premier élément aussi à l'aide de le contenu de P, mais il faut faire attention. Si vous avez utilisé cette méthode, il faut faire quoi? Avant d'utiliser P, donc là ou bien ici, avant de l'utiliser, il faut initialiser à nouveau la valeur de P et de mettre T pour revenir ou bien pour que le pointeur P puisse pointer sur le premier élément du tableau. Voilà, donc vous avez cette méthode, ou bien la dernière, vous pouvez même affecter à min quoi? T. Pointeur qui pointe sur la première case du tableau, et là il faut mettre bien sûr l'étoile. Alors vous avez le choix entre ces opérations. Alors pour moi je vais dans ce cas là, donc là je vais garder tout ça, donc si vous voulez revenir par la suite, je vais garder la dernière opération. Je vais passer à la détermination de la plus petite valeur, ou bien la valeur minimale du tableau. Et pour cela, je vais commencer à partir du deuxième élément du tableau. Alors, je vais utiliser le pointeur P qui commencera à partir du deuxième élément du tableau, c'est-à-dire T plus 1. Comme ça, point virgule, P doit être inférieur à T plus 10 et finalement, le P plus, comme ça.
Et voilà, maintenant nous pouvons exécuter l'instruction suivante. Si donc f min est strictement supérieur à pointeur p, alors tout simplement le point min, on va changer min, on va mettre dans cette valeur le pointeur p. Alors là, donc p majuscule. Voilà, maintenant nous avons dans min la valeur minimale, il suffit de l'afficher. Donc là, on va changer ce message là. Alors le min du tableau est min. Alors on va tester le programme pour voir est-ce que ça marche pas. Alors là, point virgule. Là, on va exécuter, on va saisir les valeurs. Voilà, normalement on doit s'arrêter ici. Donc le min normalement c'est moins 100. Voilà, le min est moins 100. Voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice en utilisant d'autres techniques toujours à l'aide du pointeur pour d'abord remplir un tableau et par la suite pour parcourir les éléments du tableau toujours à l'aide du pointeur. Si vous avez d'autres solutions, d'autres propositions pour cet exercice ou bien pour les autres exercices de cette vidéo, merci de les partager dans la section des commentaires. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Il y a plusieurs raisons pourquoi on utilise les pointeurs. La raison principale c'est l'optimisation de la mémoire ou bien économiser la mémoire de l'ordinateur puisqu'on a des mémoires un peu très restreintes et très limitées. La deuxième raison c'est la rapidité. Alors donc actuellement les langages les plus rapides sont le langage C et C++ à raison d'utilisation des adresses au lieu des valeurs pour manipuler les données. Cela rendra le programme très rapide, surtout pour les jeux vidéo. Et aussi il y a d'autres raisons qu'on va voir par la suite dans la formation de C avancé. C'est qu'à l'aide du pointeur, nous pouvons manipuler les fichiers ou bien les structures des données. Et aussi une autre raison pour l'utilisation des pointeurs, c'est qu'à l'aide du pointeur, vous pouvez manipuler les éléments du tableau sans utiliser les indices, comme par exemple cet exemple là. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.